Eh ben, bonsoir, C'est bon. bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Du coup, on est réunis ce soir pour un webinaire un peu spécial sur explorer un peu les causes et comment remédier au stress dans nos activités. Le webinaire est organisé donc, par Polytech Alumni. Donc, Polytech Alumni, pour mémoire, c'est la fédération des associations de diplômés et des diplômés du réseau Polytech. On regroupe 14 associations, 100 000 diplômés. Et oui, on a un vaste réseau aujourd'hui. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir pas mal de collègues et de collaborateurs qui sont Polytech Alumni sans qu'on sache. Par exemple, j'ai récemment découvert que j'avais un collègue qui était diplômé de Polytech Grenoble dans les années 2000, dans le bureau juste à côté de moi. Donc, c'est important qu'on continue à faire activer notre réseau et qu'on regarde un peu autour de nous. Et puis, à travers les conférences qu'on organise, donc là, c'est la troisième qu'on organise après une conférence sur les Polytech Alumni, acteurs de la transition dans nos entreprises. La deuxième conférence était Polytech Alumni et notre relation avec notre épargne. Et aujourd'hui, un peu plus sur la santé mentale et donc du coup, le stress dans nos activités. Donc, on a des cycles de conférences qui vont continuer comme ça. Et si vous souhaitez nous rejoindre ou parler de nous, n'hésitez pas à partager ça. Je voulais faire un grand merci à Delphine, si tu veux prendre la parole pour prendre la suite. Oui. Bonjour. Du coup, moi, c'est Delphine. Je suis diplômée de Polytech Clermont depuis 2019 et je gère le pôle santé et handicap depuis juillet 2022. Donc, on a un tout nouveau pôle. Et en fait, notre mission première, c'est de favoriser tout ce qui est insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au sein de notre réseau et aussi d'accompagner tous les étudiants ingénieurs qui sont en situation de handicap. Et plus largement, on aborde aussi les thématiques de santé au sens large, comme ici tout ce qui est relatif à la santé mentale. Voilà. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Et du coup, je ne sais pas si tu veux reprendre la parole pour présenter Robin, ou sinon je peux le faire. Vas-y, vas-y. Ça va. Donc, on a Robin Malmasson aujourd'hui qui va présenter ce webinaire, donc qui est un diplômé de Paris-Saclay et qui s'est réorienté pour devenir coach bien-être. Je pense que tu peux te présenter si tu veux, Robin, si tu veux compléter. Je le ferai au début de la présentation, oui. Ouais. Effectivement, et diplômé de Polytech Paris-Saclay en 2020. Et bon, je compte en parler mais après, mais je vais faire maintenant. Et effectivement, en parlant de santé mentale, c'est suite à une dépression que je me suis dit, ah, peut-être qu'en fait, c'est pas ça que je vais faire de ma vie. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont plus adaptées pour moi. Peut-être qu'il y a d'autres choses où mes talents seraient, où les gens auraient besoin de mes talents. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une transition il y a de cela à peu près un an. Et donc, voilà, ensuite, j'ai tout par hasard, c'est en passant par Angélique d'ailleurs que j'ai pu rentrer en contact avec Polytech Alumni. Et ensuite, c'est avec Delphine qu'on a mis au point ce webinaire. Donc, voilà, merci pour l'opportunité en tout cas. Merci à toi. Super. Bon, Hugo, il y a autre chose à rajouter ou on démarre? Non, mais je voulais te lancer, te donner la parole pour lancer ce Super, webinaire. Vas-y. super, ok. Alors, dites-moi si vous pouvez voir mon écran. Pour l'instant, c'est en mode non présentateur, mais on voit bien ton écran. Ok, hop, hop, voilà. Donc, aujourd'hui, donc bon, comme l'a dit Hugo et un petit peu Delphine également, aujourd'hui on va parler de tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est stress et stress au travail. Mais en fait, ce dont vous allez vous rendre compte et ce dont je vais vous parler, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de distinction entre vie perso et vie professionnelle. Je connais pas beaucoup de gens qui arrêtent de penser au travail quand ils sont à la maison. Et il se trouve que on pense à nos affaires personnelles quand on est au travail, surtout quand ça va pas, et on pense au travail quand on est à la maison, et parfois quand on essaie de se détendre, et ça peut un petit peu nous prendre la tête par moment. Et donc, mon intention aujourd'hui, c'est d'explorer les causes du stress au travail, et surtout, plus important et plus intéressant, c'est les solutions. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est de plus en plus prévalent, et c'est aussi un sujet qui a tendance à être assez incompris.
Et donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cette présentation à la base, c'est que j'avais le sentiment que je pouvais apporter ma patte au sujet et donc potentiellement apporter des solutions pour ceux qui sont intéressés. Donc, mon objectif pour vous, c'est que vous puissiez être enfin zen. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je le découpe en 3 étapes, mais c'est un petit peu arbitraire. C'est que d'une part, donc, on veut comprendre d'où vient ce stress, savoir d'où il vient, et parce qu'une fois qu'on sait d'où il vient, on peut mieux le gérer. Et donc ensuite, on veut passer à l'action. Une grosse erreur que je vois souvent, je ne dis pas que vous allez faire ça, mais c'est quelque chose que je constate en tant que coach, c'est que c'est très répandu, surtout dans cet âge de l'information, de regarder des choses sur les réseaux sociaux, des blogs, des articles, des vidéos YouTube, de consommer de l'information en fait, de faire « Ah ouais, c'est vraiment une super idée » et de rien faire derrière. Et en fait, c'est vraiment dans l'action qu'on observe des changements. Et donc, moi, ce que j'aimerais pour vous, c'est que vous puissiez déterminer les solutions qui sont adaptées pour vous, pour votre situation. Il y a rarement des solutions qui marchent pour tout le monde. Par contre, il y a souvent des solutions qui vont faire « Ah, c'est ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui ». Et à terme, ce que je souhaite pour vous, c'est que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez vivre sans vous prendre la tête, que vous puissiez être bien au travail et en même temps pouvoir vous détendre à la maison et profiter de votre vie, etc. Voilà, c'est ce que je souhaite pour vous. Donc, de manière générale, je travaille avec 2 types de profils. Il y a les profils où c'est les professionnels qui sont plus intéressés par être carriéristes, en fait, vraiment faire du bon travail. Donc, ils sont intéressés par productivité, créativité, esprit d'équipe, résolution de problèmes. Et ensuite, il y a un second profil qui est, je dirais, peut-être un peu majoritaire avec moi, c'est tout ce qui est, voilà, j'aimerais retrouver l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. J'aimerais réduire mon stress. J'aimerais pouvoir gérer mes émotions. J'aimerais garder un corps en forme. Donc, en fait, ne pas sacrifier ma santé tout en étant efficace au travail. Donc, voilà, il y a un petit peu ces 2 profils. Ce que vous allez voir très rapidement, c'est qu'en fait, les 2 se rejoignent et que ma perspective, c'est que quand on est bien dans son corps, on va être efficace dans sa tête, donc on va être productif, on va être créatif, on va avoir tendance à prendre des initiatives, etc. Donc, je vous ai dit déjà un petit mot sur moi, je vais y venir. À la fin de cette présentation, vous aurez un petit livret gratuit, un petit e-book PDF. Vous aurez un QR code pour le télécharger. C'est sur tout ce qui est prise de tête, avec des choses que je vois assez couramment. Et donc, ce sera vers la fin. Et pour ceux qui regardent l'enregistrement, vous aurez juste à mettre sur pause. Donc, bon, un petit mot sur moi, j'en ai déjà dit quelques-uns. Donc, de base, voilà, ingénieur informatique, jusqu'à ce que je fasse une dépression il y a quasiment 2 ans. Et donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être autre chose que je vais faire de ma vie. Et donc, je me suis dit, bah, j'adore tout ce qui est le bien-être, c'est ce que je fais de mon temps libre, j'adore enseigner aux autres, j'adore partager ce que je sais. Et donc, je me suis dit, bah, le métier de coach, même si, bon, en France, c'est un petit peu vague, c'est un petit peu incompris, c'est pas très régulé, mais ça reste le meilleur terme, même si, bon, c'est un petit peu, voilà, de manière générale, en fait, j'enseigne, je donne des conseils. Mais donc, c'est en tant que coach que j'aide mes clients à être bien dans leur corps et zen dans leur tête. Les 2 vont ensemble pour moi. Et donc, je me spécialise en particulier dans les cadres qui sont beaucoup assis devant l'ordinateur, qui peuvent avoir des nuits agitées parce qu'ils n'arrivent pas à débrancher le cerveau et ça tourne en boucle, qui ont des journées chargées, qui sont débordés, qui ont trop de responsabilités, qui n'ont pas de temps pour eux, etc. Voilà. Donc, tout ce qui est manque de temps, manque d'énergie, stress, anxiété et aussi le désir de vouloir toujours tout contrôler, c'est des thématiques que j'aborde assez régulièrement. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à la fin, Delphine, elle va prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Et de manière générale, n'hésitez pas à prendre des notes parce que ça risque d'aller un peu vite. De toute façon, c'est enregistré. Vous pourrez toujours revenir sur l'enregistrement. Mais voilà, je vous invite à prendre des notes, à faire de l'écoute active plutôt que de l'écoute passive pour que vous puissiez vraiment en retirer un maximum de cette présentation. Voilà, c'était un petit peu l'avertissement. Donc, avant de parler de comment on gère le stress, j'aime bien poser des questions un petit peu, des grandes questions, c'est pourquoi on stresse? D'où ça vient? Parce que voilà, le mot stress, c'est ce que je disais avant, c'est prévalent. On dit toujours, bah, je suis stressé pour ci, je suis stressé pour ça. Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi? Et mon objectif derrière le fait de poser cette question, c'est que j'aimerais qu'on puisse comprendre le stress plutôt que de juste combattre ses effets, plutôt que de juste gérer le stress. Peut-être qu'on peut le comprendre et trouver une solution qui est durable. Donc, déjà, ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a une grande partie du stress qui n'est pas du tout rationnel. Si on regarde de manière objective, il y a beaucoup de stress qui est auto-infligé. C'est-à-dire que si on regarde de l'extérieur et si on regarde quelqu'un qui est stressé, souvent, il n'y a pas de
Il n'y a pas quelqu'un qui pointe une arme à feu sur son crâne. Le stress, il est souvent auto-infligé. Le fait d'être tout le temps pressé alors que il n'y a personne qui court après, le fait de se mettre la pression tout le temps pour avoir tout parfait, le fait de râler dans les embouteillages alors que ça ne fait pas avancer la voiture plus vite, c'est quelque chose qui n'est pas du tout rationnel. Et en général, c'est le genre de choses qui est facile à voir chez les autres. C'est beaucoup plus difficile à voir chez nous. Et en général, quand on nous le fait remarquer, on n'aime pas ça. Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est pour vous faire comprendre que l'inconscient, donc la partie de votre esprit, de votre cerveau, de votre tête, qui n'est pas consciente, elle n'utilise pas la logique. On a le conscient, tout ce qui est rationnel, l'intellect, ce que vous connaissez bien en tant que diplômé Polytech. Ça, on connaît bien le conscient, l'intellect, tout ça. Mais il y a aussi l'inconscient. C'est les choses qu'on fait automatiquement qui se passent un petit peu sous la surface. Et ça n'utilise pas la logique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de comportements qui ne sont pas rationnels. Et c'est pour ça qu'on continue à faire des choses, même si ça nous stresse. Donc, d'où viennent ces choses-là? Alors, je vais bouger ma tête comme ça, vous voyez bien les dessins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de la même façon que quand on se blesse, si je me blesse le genou, je vais avoir une cicatrice. Et c'est le procédé de réparation. Et ensuite, cette cicatrice, je vais l'intégrer, je ne vais plus y penser, et tout ira bien. De la même manière, au niveau psycho-émotionnel, psychologique et émotionnel, on a tout un tas de traumatismes. Ça pourrait être se faire moquer quand on fait une présentation en classe de CP. C'est un traumatisme, et je vais venir, pour un enfant, c'est un traumatisme. Et c'est une question de survie à cet âge-là. Et donc, ces traumatismes, ils vont déclencher tout un tas de procédés, donc de procédés de cicatrisation, et ça va mener à la création d'un programme mental. Et le programme mental, c'est comme un programme informatique, ça va être une série d'instructions qui va faire, c'est un peu le if-then, c'est dans cette situation-là ou avec ces personnes-là, fais ça. Et c'est automatique. Et le but de ces programmes mentaux, c'est d'éviter que ce traumatisme se reproduise. Donc, comme j'ai écrit là, c'est une question de survie. Et donc, ce procédé, c'est vraiment un procédé de cicatrisation psycho-émotionnelle, et c'est là pour nous aider, c'est là pour nous défendre. Le problème, c'est que quand on est enfant, quand on est jeune, il y a tout qui est subjectivement traumatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sensibilité que ce soit d'un nouveau-né jusqu'à la préadolescence, peut-être, ça varie selon les personnes, la sensibilité psychologique et émotionnelle, elle est extrêmement élevée, car ils sont vulnérables. Si vous comparez un enfant, un bébé humain avec un bébé singe, le bébé humain, il a vraiment besoin de sa maman et de son papa. Il est incapable de se débrouiller tout seul. Et du coup, pour compenser ça, on a notre psyché qui est toujours en alerte, qui fait toujours attention. Et donc, le moindre traumatisme, entre guillemets, c'est donc subjectivement traumatique, ça peut déclencher un programme mental. Donc, ça peut être manquer d'attention, ça peut être se faire gronder à répétition, ça peut être un conflit entre les parents, ça peut être avoir de mauvaises notes à l'école, ça peut être se faire moquer, comme je disais avant. Tout ça, c'est considéré comme un traumatisme. Bon, il y a des choses qui sont bien pires, que je n'ai pas besoin de nommer, mais voilà, même la moindre chose peut être un traumatisme pour un enfant. Et donc, je vais vous donner quelques exemples qui vont peut-être être familiers pour vous, ou qui vont vraiment illustrer ce dont je parlais. Un comportement que j'observe assez régulièrement, c'est le fait, et c'est en particulier chez les femmes, c'est le fait de toujours vouloir faire passer les autres avant soi, et comme ça on est un petit peu plus reconnu, on est un peu plus accepté, et on se sent utile. Et ça pourrait venir du fait que, à l'école comme à la maison, quand j'étais enfant, je recevais plus d'attention quand je m'occupais des autres. Donc c'est-à-dire que si je ne faisais pas passer les autres avant moi, je me sentais rejeté, je me sentais isolé, ça faisait mal, j'étais triste, et du coup j'ai appris à faire passer les autres avant moi, à me sacrifier pour recevoir de l'attention. Et à force, j'ai adopté ce programme, et donc il s'est renforcé. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple que j'observe notamment dans le monde professionnel, ça arrive, c'est être perfectionniste, mais compulsif. On ne peut pas s'en empêcher. C'est inconcevable de faire quelque chose qui n'est pas parfait. Donc, là où c'est délicat avec le perfectionnisme, c'est qu'on peut se dire, bah oui, mais j'essaie de faire du bon travail. Il y a une différence entre j'essaie de faire de mon mieux et ma vie en dépend. Et c'est inconcevable et je me mets une pression monstrueuse. Donc, il y a un petit peu une subtilité. Il faut creuser un petit peu. Mais donc, un perfectionnisme compulsif, car ma valeur dépend du travail que je fais. Donc, c'est pour ça que c'est une question de survie, parce que si je ne fais pas du bon travail, c'est comme si je mourrais. Et ça pourrait venir du fait que, dans mon enfance, papa, maman, ils m'aimaient uniquement quand je ramenais de bonnes notes. Voilà, ça pourrait être comme ça. Donc, j'ai appris à recevoir de l'amour en étant
perfectionniste dans le monde académique et plus tard dans le monde professionnel. Et un troisième exemple, c'est le fait de se faire du souci pour tout, en permanence, essayer de tout contrôler, tout anticiper, éviter le moindre, enfin c'est éviter le moindre problème et surtout voir des problèmes partout. Et ça pourrait venir du fait que, là en l'occurrence, c'est pas tant, enfin c'est un petit peu un traumatisme, c'est j'ai appris ça parce que ma mère faisait la même chose. C'est-à-dire que si ma mère, elle contrôlait pas tout, si elle faisait pas du souci pour tout, elle était incapable d'être sereine, et il n'y a que quand elle était sereine qu'elle me donnait de l'amour. Et donc j'ai appris à faire la même chose. Parce que je pars du principe que si je contrôle tout, si je me fais du souci, ben, je vais pouvoir recevoir de l'amour et en donner. D'accord? Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, ces choses-là. Et une fois de plus, c'est dur à voir chez soi. En creusant un petit peu, on peut le voir chez les autres en faisant un petit peu de questionnement. Mais voilà, ça peut être assez subtil. Et donc, ce qu'il faut comprendre avec ces choses-là, c'est qu'il y a forcément eu une première fois. Donc, comme je disais au début avec l'exemple sur le fait de sacrifier pour les autres, il y a dû avoir une première fois où je me suis dit, bon, je suis vraiment triste, je me sens isolé, je me sens rejeté, j'ai pas de copain. Et donc, je me suis dit, ah, je vais peut-être essayer de les flatter, de me sacrifier pour eux, de leur donner une partie de mon déjeuner, quelque chose comme ça. Et en fait, ce que je vais voir, c'est que ça va marcher. Surtout à cet âge-là, c'est automatique. C'est si je donne un bonbon à mon copain, il va m'aimer. D'accord? Et donc, je vais avoir une confirmation que le fait de me sacrifier pour les autres, ça fait que je me sens accepté. Et à partir du moment où j'ai une confirmation, ça va devenir une habitude. C'est-à-dire que je vais continuer de le faire. Et donc, au fur et à mesure que je reçois des confirmations, ce qui est très probablement le cas quand on est jeune, quand on est petit, parce qu'on est dans le même environnement pendant longtemps, et parce qu'on est avec des autres enfants qui se développent psychologiquement également. Donc, ça va être assez simple. Et ben en fait, plus on a de confirmation, plus ça devient une habitude qui est ancrée. D'accord? Et donc, c'est ce que j'explique là sur cette slide, c'est qu'une habitude répétée au fil du temps, c'est ce qu'on appelle la personnalité, en fait. Il y a certains traits de personnalité qui sont inchangeables, mais il y a une grande partie qui sont complètement changeables. C'est juste des habitudes qu'on a tellement ancrées en nous que bah, c'est tellement automatique qu'on ne le remarque plus. Et ça vient de gens enfin, ça pourrait se voir par des gens qui disent « Oh, je suis juste perfectionniste. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été anxieux. » Des choses c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais quelque chose que j'entends souvent, c'est « Ah, le sport, c'est pas fait pour moi. » Comme ça. J'ai une personnalité qui dit que je suis pas sportif. Et donc, en fait, c'est là où c'est un petit peu, comment dire, c'est potentiellement difficile à changer parce que ils sont vraiment ancrés, ces programmes mentaux. Et en fait, quand on parle du stress aujourd'hui, c'est la liste, je vais me décaler encore, c'est la liste que j'ai à droite, c'est les symptômes de ces programmes mentaux. C'est-à-dire que voilà, le fait que je me soucie de ce que pensent les autres, ça vient de ce que je disais avant, l'exemple d'avant. Trouble obsessionnel compulsif, j'en ai eu une période, pareil. Anxiété, dépression, le fait d'être toujours pressé, ce qui rajoute du stress, insomnie, impossible de ne pas penser, les peurs nocturnes, le fait de jamais exprimer ses besoins, ça vient en général avec ce souci de ce que pensent les autres. C'est je n'exprime jamais mes besoins parce que je me sacrifie pour les autres et donc il n'y a pas besoin que je dise de quoi j'ai besoin. Ça, c'est très courant chez les mamans, notamment, de jamais exprimer ses besoins et de toujours faire en sorte que tout le monde à la maison, les enfants, le mari, tout ça, tout le monde est satisfait sauf moi. Donc, ce que je veux, de manière générale, c'est m'intéresser à la source de ces symptômes. Parce que quand on comprend, une fois de plus, quand on comprend plutôt que combattre, quand on comprend la source d'où ils viennent, on peut s'en défaire juste en utilisant la cognition. Et je vais vous donner un exemple pour que ce soit assez concret. C'est, une fois de plus, l'exemple de je me fais du souci pour tout. J'essaie de tout contrôler. Premièrement, il faut que je comprenne d'où ça vient. Si ça vient du fait que c'est ce que faisait ma mère pour être sereine, bah je peux comprendre que, d'accord, donc ça ne vient pas de moi, en fait. C'est quelque chose que j'ai appris par imitation, par osmose. D'accord? Et ensuite, ce qu'on remarque, et c'est là que c'est assez amusant. Il y a beaucoup de choses qui sont amusantes, en fait, parce que c'est un peu des paradoxes. C'est que, paradoxalement, je me fais du souci pour tout. J'essaie de tout contrôler pour ensuite être serein ou sereine. Sauf que le fait de tout vouloir contrôler, ça fait que je ne suis pas serein ou sereine. Donc, en fait, paradoxalement, ce programme qui est là pour, en théorie, assurer ma sérénité, en fait, il perpétue l'état de mal-être, l'état de fait que je suis pas bien maintenant, parce qu'il y a
il y a des problèmes, tout n'est pas sous contrôle, etc. Et donc, une fois qu'on reconnaît ce paradoxe, on peut se réaliser que le but, c'est de trouver la sérénité en l'absence de contrôle. Idéalement, ce qu'on aimerait, j'y suis pas encore, hein, mais idéalement, ce qu'on voudrait, c'est être capable d'être en paix, quelles que soient les circonstances. C'est tout. Et si vous arrivez à ce niveau-là, bah vous avez gagné en fait. Parce que la raison pour laquelle on veut avoir une super carrière, la raison pour laquelle on veut, je sais pas, une maison, une résidence secondaire, la raison pour laquelle on veut j'en sais rien, 3 voitures, le conjoint ou la conjointe idéale, c'est que ensuite on sera en paix. Mais si vous parvenez à trouver la sérénité, quelles que soient les circonstances, bah vous avez gagné direct. Vous pouvez toujours avoir les 2 maisons, les 3 voitures, etc. Mais vous aurez la sérénité dès aujourd'hui. Et c'est faisable. Je n'y suis pas encore à tous les coups, mais je me rapproche. J'ai fait beaucoup de progrès. Donc ça vous donne déjà un petit peu quelques idées sur comment ça marche. Alors, je sais on a dit qu'on parlait de la santé mentale aujourd'hui, mais vous avez certainement dû entendre cette expression, un esprit sain dans un corps sain. Et c'est vrai. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais expliciter en fait. Parce que pour moi, la santé mentale est indissociable de la santé du corps et vice-versa. D'accord ? Si je vous donne un exemple, si vous êtes super stressé parce que vous allez faire une présentation devant un groupe de personnes et que la présentation elle est juste après déjeuner, il est très possible que le stress de cette présentation vous empêche de digérer votre nourriture et que du coup ça peut avoir toute une cascade de conséquences sur votre corps, sur votre physiologie. Et donc là, c'est littéralement l'esprit qui a influencé le corps. Et à l'inverse, je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous avez une indigestion, mais on n'a pas envie de faire la fête. D'accord ? C'est l'inverse, c'est le corps qui influence l'esprit. Et donc là où je veux en venir, c'est voilà, les deux sont indissociables en fait. Pour moi, la santé, comme je disais au départ, ce que j'aimerais, c'est être bien dans son corps et zen dans sa tête. C'est vraiment l'idéal parce que les deux sont indissociables. Donc, on va expliciter un petit peu. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais vraiment expliquer ce qu'est le stress dans quelques slides. Mais pour l'instant, on va garder le terme générique. Plus le stress est élevé. Je suis sûr que vous savez tous ce que c'est quand le stress il est haut. Voilà. Donc plus le stress il est élevé, moins on a accès à nos fonctions cognitives. Et plus le stress il est élevé, plus nos schémas inconscients, donc plus les programmes mentaux dont je parlais avant, donc, ils vont prendre les devants. D'accord ? Donc tout ce qui est les pensées, les paroles et les actes. D'accord ? Je vais expliquer pourquoi. Et donc je vais répéter, plus on est stressé, moins on peut réfléchir, en gros. Et plus on est stressé, plus on va agir inconsciemment. C'est ça que ça veut dire. Et la raison pour laquelle ça se passe, c'est que en la présence d'une menace perçue, et une fois de plus c'est perçu, parce que être stressé parce qu'il y a des embouteillages, c'est une menace perçue. Je ne suis pas en danger, littéralement, mais je perçois une menace parce que peut-être que je vais être en retard, ce qui veut dire que je sais pas, je vais être mal vu par mon boss, et du coup, je vais peut-être pas avoir mon augmentation, et du coup, je vais pas avoir des sous, et du coup, l'argent, c'est associé à la survie de nos jours. D'accord ? Donc, vous voyez, en fait, c'est une menace qui est perçue, mais vous voyez comment ça marche. Mais donc, en la présence d'une menace perçue, et donc en la présence de stress, le cerveau, il débranche le cortex préfrontal. Donc, c'est là qu'il y a tout ce qui est la logique, l'intellect, le rationnel, et il déclenche le pilote automatique. Donc, c'est tout ce qui est les schémas inconscients. Et la raison pour ça, elle est simple, hein, c'est une fois de plus une question de survie, c'est que pour le cerveau, ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant, donc ce qu'on a toujours fait par le passé, l'idée, c'est que c'est ce qui nous a maintenus en vie jusqu'à maintenant. Donc, autant répéter ce qu'on a fait par le passé, plutôt que d'être inventif en situation de stress. Le stress, ça veut vraiment dire survie. Donc, quand on est une question de survie, c'est je vais faire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant parce que c'est ce qui m'a maintenu en vie et je ne vais pas inventer des solutions maintenant. Donc, c'est la raison pour laquelle ça se passe comme ça. Et ce qu'il faut comprendre avec cette petite slide mignonne, c'est que en tant qu'animal, l'être humain, sa meilleure défense, c'est son cerveau. On n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, on ne court pas particulièrement vite, on court longtemps mais pas vite. On n'est pas particulièrement fort, hein, comparé à un gorille, rien à voir. Par contre, on a le cerveau. Et du coup, quasiment toutes nos défenses sont mentales.
Et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre esprit, le psyché, le mental, c'est un allié fidèle en fait. C'est-à-dire que l'état du corps, il va directement influencer le niveau d'alerte du psyché. Donc si le corps il est en état de stress, le niveau d'alerte du psyché, ce sera alerte rouge. D'accord? Par contre, si vous avez un corps en parfaite santé, vous allez être plutôt niveau vert, alerte verte. Donc pas de problème. Et même si vous avez des programmes mentaux. C'est-à-dire que les programmes mentaux, le fait par exemple de se faire du souci en permanence, ça va être exacerbé si votre corps il est pas en bonne santé. D'accord? Et c'est d'où l'importance, une fois de plus, du bien-être du corps au travail comme à la maison. Et je dis ça parce que il y a encore une idée qui est assez prévalente, c'est que quand je suis au travail, c'est je ne peux pas prendre soin de moi. Il y a 1 milliard de choses qu'on peut faire pour être bien dans son corps au travail et bien dans sa tête. Et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille avec des entreprises également, c'est pour les aider à mettre en place des choses comme ça. Et donc, il y a une analogie qui permet de bien comprendre ce dont je parle, c'est que si votre corps, c'était une maison, votre esprit, ce serait le chien de garde. Et donc, si la maison, elle est en feu, le chien de garde, il va aboyer très fort. Tandis que s'il n'y a aucun problème, si la maison, elle est bien, le chien de garde, il va être couché. D'accord? Donc, pour revenir sur le terme de stress, parce que c'est un terme qu'on utilise énormément. D'où vient ce stress? Qu'est-ce que c'est le stress? Pour moi, le stress, c'est tout ce qui perturbe l'équilibre du corps. Tout ce qui perturbe l'équilibre du corps. Donc, ça peut être, le dernier point que j'avais, la charge de travail trop importante. Ça peut être un conflit avec mon époux ou mon épouse. Ça, c'est le stress dont on parle souvent. C'est voilà, c'est je me prends la tête avec des collègues, etc. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Tout ce qui est carence alimentaire, c'est un stress. La sédentarité, donc l'absence de mouvement, c'est un stress. Donc les relations toxiques, le fait d'avoir un mauvais sommeil, la pollution environnementale, tout ça, c'est un stress. Et tout ça, ça se cumule. D'accord? C'est pour ça qu'on ne peut pas juste regarder l'esprit, même si c'est hyper important. On ne peut pas juste regarder qu'est-ce que je mange, on ne peut pas juste regarder est-ce que je bouge. Il faut tout regarder. Surtout si on a des symptômes. Et donc, je me répète, parce que c'est important, plus le corps il est en bonne santé, moins l'esprit a de raison d'être alerte. Donc, parlons un petit peu de solutions. J'ai un petit peu fait allusion à certaines solutions, mais je voulais rendre ça pratique et concret pour vous, parce que l'idée, c'est quand même que vous puissiez faire quelque chose avec toutes ces informations. Donc, un petit mot sur les personnes en situation de handicap, parce que voilà, j'ai quand même fait appel au pôle santé et handicap du Polytech à Lunier, et c'est vrai qu'on m'a fait remarquer, quand je discutais de cette présentation, notamment avec Delphine et sa sœur, que y a des gens qui, malheureusement, ont une maladie sur laquelle ils n'ont aucun contrôle, qui peuvent avoir un handicap. Et donc, s'ils entendent que la santé de mon corps, ça va influencer ma tête, mais du coup, je n'ai pas le contrôle, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, ça peut vraiment créer un petit peu un état de panique et du coup, exacerber le stress. Et c'est vraiment pas mon intention. Au contraire, il y a potentiellement, vous pouvez trouver une grande libération. En fait. Et c'est quelque chose que j'observe, c'est que les personnes qui ont les plus grosses difficultés au niveau de leur santé, c'est les personnes qui, paradoxalement, vont s'épanouir le plus dans leur vie. Pourquoi? Parce que ça vient avec ce que j'explique dans le reste de cette slide. C'est que fondamentalement, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle et il y a des choses qu'on peut contrôler. Et le fait de vivre dans la peur, ça serait la vraie perte. La perte, c'est pas que j'ai un handicap ou que j'ai une maladie qui est incurable. Ça arrive malheureusement. Mais si, en plus de ça, je vis dans la peur où je dis que voilà, je suis frustré de ce qui se passe, que c'est pas juste, malheureusement, là, je vais rendre mon expérience de la vie déplaisante. D'accord? Et en fait, et c'est le cas pour qu'on ait un handicap ou non, c'est fondamentalement ce qui nous cause du stress, ce qui nous cause de galérer dans la vie, c'est qu'on n'accepte pas ce qui est. On n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. On résiste en permanence. Et donc, on a vraiment le choix. Moi, par exemple, je ne vais pas du tout me comparer avec le fait que j'ai eu un handicap. Je ne vais pas me comparer avec une maladie incurable. C'est vraiment pas ça. Mais c'est parce que j'ai eu des difficultés de santé à 20 ans que j'estimais qui n'étaient pas justes. Et c'est tout à fait légitime d'avoir le sentiment que c'est pas juste, d'être frustré, d'être triste en fait. Mais en fait, c'est ça qui m'a permis
d'apprendre à prendre soin de mon corps, de déterminer, bon, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, mais qu'est-ce que je peux faire? Et ça m'a permis donc d'apprendre tout ce que je sais aujourd'hui sur la santé. Ça me permet aujourd'hui de le partager avec les autres, ça me permet aujourd'hui d'aider les autres, et ça me permet aujourd'hui d'être épanoui. Malgré le fait qu'il y a quelques années, je me suis levé un matin, j'ai cru que j'allais être paralysé. J'ai eu comme un éclair qui a parcouru tout mon dos, et je pouvais quasiment plus bouger. Malgré le fait que j'avais de la fatigue chronique et que j'avais besoin de faire 2 siestes par jour à 20 ans. Hein, c'est bon. Et donc, fondamentalement, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux faire, et comment je peux choisir ma perspective pour que mon expérience de la vie soit agréable, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve. Ça revient sur le sujet de la sérénité. Alors, je sais que c'est un sujet qui est un petit peu délicat, et je serais ravi d'élaborer un peu plus si on fait un autre webinaire ou si j'ai des questions sur le sujet ou si vous me contactez. Mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler un petit peu. Alors, ensuite, comme je disais, le corps et l'esprit sont inséparables. Donc pour moi, idéalement, ce qu'on veut, c'est avoir une double approche. Ce que j'appelle de bas en haut, c'est-à-dire de travailler avec le corps pour aider l'esprit, et de haut en bas, c'est travailler avec l'esprit pour aider le corps. Donc à quoi ça ressemble? Au niveau du corps, ça pourrait remplir 3 webinaires, et donc je vais vraiment rester, voilà, je vais vraiment survoler le sujet. Mais donc, lorsqu'on est capable de prendre soin de notre corps, ça veut dire qu'on est capable de réduire le stress, puisque on va combler les carences, on va aller dehors au soleil, on va boire suffisamment, on va dormir suffisamment, on va récupérer l'usage de notre cortex préfrontal. Donc ça veut dire qu'on va être plus productif, on va être plus créatif, on va mieux collaborer, on va mieux résoudre les problèmes. Et donc on va gagner en énergie, bien sûr, on va moins stresser. Et une autre chose que je n'ai pas écrite sur cette slide, mais qui est important, c'est que notre esprit, l'inconscient, il sait si on est capable de prendre soin de nous ou non. Si, par exemple, vous sentez que vous avez besoin de manger, je ne sais pas, une salade, et que vous mangez quelque chose qui n'est pas du tout bon pour vous, votre esprit va dire « Ah, il n'est pas capable de prendre soin du corps ». Et du coup, ça peut exacerber l'anxiété, parce qu'il sait ce que vous faites. Et donc, tous les facteurs sont à considérer. Donc, moi, j'ai mis l'alimentation, le soleil, l'hydratation, le sommeil. Ça peut être ouais, bon, la pollution, comme je disais, ça peut être le sport, ça peut être tout plein de choses. Mais voilà, il y a vraiment plein de facteurs à considérer, mais la santé du corps est indispensable. Et ensuite, au niveau de... ah oui, pardon. Je voulais faire un mot sur tout ce qui est neurotransmetteur. Le mode de vie a un impact conséquent sur les neurotransmetteurs. Donc, neurotransmetteurs, c'est tout ce qui est sérotonine, dopamine, il y a GABA aussi. Bon, il y en a quelques-uns. Et une partie de ces neurotransmetteurs, ils sont produits dans nos intestins. L'environnement lumineux, donc la lumière qui rentre dans nos yeux notamment, et qui touche notre peau, et l'alimentation sont des éléments clés. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est je ne suis pas médecin, je ne suis certainement pas psychiatre, mais si on va prendre un antidépresseur par exemple, qui va altérer nos neurotransmetteurs sans avoir géré les fondamentaux, ça peut avoir des conséquences, parce qu'il y a des effets secondaires malheureusement avec ces choses-là, et si on n'a pas géré les fondamentaux avant, en fait on ne règle pas le problème. Donc je sais, je ne suis pas médecin, mais mon intérêt, ma passion, c'est la santé, et j'ai quand même mon avis sur la question. Et pour moi, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire, et la plupart sont gratuites, pour améliorer notre état de santé, même avec ce qui est de l'équilibre des neurotransmetteurs, même si c'est une question de déséquilibre de la sérotonine, il y a vraiment des choses qu'on peut faire avec notre mode de vie. Voilà, et donc, voilà, c'était la transition pour aller vers l'esprit. Donc, je le disais un petit peu avant, comprendre les mécanismes sous-jacents, donc tout ce qui est la cicatrisation psycho-émotionnelle et avec les programmes mentaux, parfois juste les comprendre et les intellectualiser, faire « Ah, d'accord », ça suffit parfois à se défaire des symptômes. J'ai donné l'exemple avant. Et une autre chose dont je n'ai pas encore parlé, mais dont je vais parler maintenant, c'est la capacité à se détacher de ses pensées. En psychologie, on appelle ça la métacognition. En bien-être, on appelle ça mindfulness en anglais. Le fait, c'est la capacité de se détacher de ses pensées. Tout ce qui est méditation. C'est également un outil puissant. Car en fait, un des problèmes qu'on a notamment avec la santé mentale, c'est qu'on s'identifie avec nos pensées et nos émotions. C'est-à-dire que dès qu'on ressent une émotion qui est déplaisante, c'est la catastrophe. On va essayer de la pousser, on va essayer de la résister. Dès qu'on a une pensée qui est négative et qui tourne en boucle, on va penser que c'est vrai. Et donc, je vais venir un petit peu.
dans 2 secondes sur la méditation et sur la mindfulness. C'est un outil très puissant. Donc, pour ce qui est de prendre conscience de ce qui se passe, avec notamment les programmes mentaux, si vous avez une tendance aujourd'hui, quelque chose que vous faites habituellement, donc par exemple, le fait de vous faire du souci en permanence, ou le fait d'être tout le temps pressé, vous pouvez vous demander, donc là c'est vraiment noir sur blanc, en papier crayon, c'est depuis quand est-ce que j'agis comme ça? Où est-ce que j'ai appris ça? Donc ça pourrait être, comme je disais avant, les exemples, ça pourrait être, ah ben en fait, je me souviens, je me sentais seul à l'école, mais du coup, pour essayer de me faire accepter par le groupe, en fait, je me sacrifiais, peut-être que je leur donnais mon repas, peut-être que je leur achetais des bons, peu importe. D'accord? L'idée, c'est de comprendre d'où ça vient. En quoi ça m'aurait permis de me sentir en sécurité à l'époque? Pour reprendre l'exemple, c'est quand j'allais leur acheter des bonbons avec mon argent de poche, ils m'acceptaient et du coup je me sentais mieux. Parce qu'en fait, si je suis seul, isolé avec ma tristesse, je me sens pas bien. Et ensuite, la question qui est vraiment importante, c'est maintenant que je sais d'où ça vient, maintenant que je comprends que c'était là pour assurer ma sécurité à l'époque, c'était là pour assurer la sécurité du petit enfant qui est en moi, je peux me poser la question, est-ce que je peux assurer ma sécurité aujourd'hui en tant qu'adulte? Et j'espère que oui. Et donc, si la réponse est oui, dans ce cas, vous pouvez faire en fait, j'ai plus besoin de faire ça. Maintenant que vous savez d'où ça vient et maintenant que vous savez que vous n'en avez plus besoin, soulagement. Vous n'avez plus besoin de faire ça en fait. Donc peut-être que ça va, une fois que vous avez pris conscience de ça, peut-être que vous allez avoir besoin de pratiquer un petit peu cette nouvelle façon de fonctionner sans cette habitude qui était un petit peu néfaste. Mais maintenant que vous en êtes conscient, vous n'êtes plus dominé par ce programme mental. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de votre côté. C'est quelque chose que je fais avec mes clients également, parce que des fois, une fois de plus, c'est pas facile à voir chez soi. Mais voilà, c'est quelque chose que certains psychothérapeutes peuvent faire également, mais ça peut vraiment être très puissant. Et ensuite, tout ce qui est mindfulness, c'est fondamentalement, comme je disais, un des problèmes, c'est qu'on s'identifie avec nos pensées, nos émotions, nos sensations. Et parce qu'en fait, j'ai mis un diagramme de veine, c'est parce qu'en fait, pour la majorité des gens, les 2 cercles, ils sont l'un sur l'autre. Et ce qu'on veut avec la pratique de la mindfulness, qui peut être juste la pratique, ça peut se faire de plein de façons différentes, ça peut se faire en méditation, ça peut se faire en pratiquant du tai chi, peu importe. Mais l'idée, c'est de créer de l'espace entre les deux. Parce que fondamentalement, si vous savez à quoi vous pensez, vous n'êtes pas à vous penser. Vous êtes celui ou celle qui observe les pensées. Et puis, on peut faire un exercice là tout de suite qui est très simple. Si vous pouvez fermer les yeux, peu importe, et vous pouvez vous demander quelle va être ma prochaine pensée. Et vous attendez. Et vous allez voir que je suis l'observateur ou l'observatrice de ces pensées. D'accord? Et donc, si je réalise que je suis cet observateur ou cette observatrice, je crée un peu de la distance et ça me soulage. Même si les pensées sont chaotiques, c'est je peux les observer. De la même façon, vous pouvez observer vos émotions. Comment vous sentez là? Bon, je ne sais pas, vous vous sentez bien parce que voilà, vous m'écoutez, mais peut-être que, je ne sais pas, vous avez de l'appréhension parce que ce soir, j'en sais rien. Voilà, peut-être que vous avez l'appréhension parce que ce soir, il y a quelque chose qui va vous plaire moyennement. Peut-être que vous êtes super excité parce que demain, vous partez en vacances. Est-ce que vous êtes capable d'observer cette émotion et de voir où est-ce qu'elle est située dans le corps? Est-ce que vous êtes capable de respirer normalement? Très important de respirer normalement, malgré la présence ou avec la présence de cette émotion? Pas. Et ensuite, les sensations, c'est, voilà, est-ce que vous pouvez trouver un endroit dans votre corps où peut-être vous avez un petit inconfort, une petite tension, que vous avez peut-être un peu mal? Et si c'est le cas, est-ce que vous êtes capable d'observer cette sensation qui n'est pas forcément plaisante et de respirer normalement et juste de l'observer, sans en faire tout un plat en fait? Et vous pouvez faire pareil avec les sensations plaisantes. Est-ce que vous pouvez trouver un endroit dans votre corps où vous avez des sensations plaisantes? Et ce que vous allez remarquer, c'est qu'en fonction de là où vous mettez votre attention, votre expérience du moment présent change radicalement. D'accord? Donc si, comme la majorité des gens, moi y compris, j'y échappe pas, vous êtes coincé dans vos têtes à penser à tout ce que vous devez faire ou à tous vos problèmes, essayez de mettre vos pensées sur votre genou droit. Et vous allez remarquer que le genou droit, il n'y a pas de pensée là-bas. Il ne se passe rien. D'accord? Donc en fait, tout dépend, notre expérience du moment présent dépend de là où on met notre attention, où on place notre attention. Et donc ça, ça peut prendre des décennies à pratiquer et à devenir un maître Jedi. Je n'en suis pas là. J'ai énormément progressé. Maintenant, même si j'ai des petites anxiétés qui surgissent, en fait, j'arrive à créer de l'espace et je laisse passer en fait. J'observe et je laisse passer.
Donc ça requiert un peu de pratique, mais c'est extrêmement puissant. Voilà, donc comme je disais au départ, bon, soit vous pouvez le faire maintenant, je vais laisser la slide quelques secondes, soit vous mettrez sur pause si vous regardez l'enregistrement, un petit e-book, un petit PDF de quelques pages qui s'appelle Fini la prise de tête, avec certaines choses dont j'ai parlé aujourd'hui, mais d'autres. Et donc, vous pouvez scanner le QR code, vous pouvez aller sur cette petite URL, vous aurez juste à mettre votre adresse mail et vous serez sur ma newsletter. Vous pouvez vous désinscrire après, je vous en tiendrai par rigueur. Mais voilà, j'avais envie de vous donner aussi ces petites ressources qui peuvent vous aider potentiellement. Voilà. Merci pour votre écoute, merci pour votre temps. Votre ressource la plus précieuse, c'est votre attention, votre temps et votre attention. Je suis très reconnaissant que vous ayez pris le temps en ce mardi soir, pour ceux qui regardent en live, de l'écouter. J'apprécie énormément. Et donc, si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Et je suppose que c'est Delphine qui va prendre la relève, s'il y en a. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. On n'est pas beaucoup. Si vous voulez prendre la parole également, c'est possible. Bon, sinon, moi, j'avais des questions. En attendant que Je vois quelqu'un qui a écrit dans le chat. oui, on a eu Ah, des... non, Justine. Merci. De rien, Justine. Merci d'avoir regardé. Ouais. Merci, Angélique. Tu avais parlé de burn-out tantôt. Et en fait, les personnes qui font des burn-out, j'ai l'impression qu'elles sont... Enfin, on le sent venir en étant une personne extérieure. On voit que Ouais. bon, elle est au bord du burn-out. Et du coup, quels sont les signes et pourquoi ces personnes prennent, je dirais autant... Enfin, pourquoi elles se laissent dans cet engrenage, en fait, jusqu'au point de rupture? Ouais. Alors, une fois de plus, j'ai dit que des fois, c'est assez amusant quand on regarde de l'extérieur parce que c'est pas du tout logique ce qu'on fait en tant qu'être humain. Et c'est ce que je disais un petit peu au début. Et comme tu l'as dit, c'est voilà, quand on le voit de l'extérieur, on le voit venir. Des fois, on le sent venir même quand c'est nous, hein. On dit, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas envie de regarder, que je mets sous le tapis, mais je fais comme si de rien n'était. Souvent, on a un petit peu une petite voix qui nous dit. Mais en ce qui concerne le burn-out, c'est en fait, c'est l'accumulation. C'est-à-dire que quand je commence, j'accumule, et au bout d'un moment, ça déborde. Le stress, pour en revenir sur la slide sur le stress, où je disais que ça pouvait venir de toutes ces choses-là. Alors, attends, je fasse pas de suite, voilà. Quand je disais, le stress, ça peut venir de toutes ces choses-là, et c'est cumulatif. L'image que vous pouvez avoir à l'esprit, c'est que toutes ces choses-là, c'est comme un robinet qui remplit une baignoire. Et si vous n'arrivez pas à vider la baignoire suffisamment vite, avec par exemple un bon sommeil, avec une bonne alimentation, bah, la baignoire elle se remplit. Et quand ça déborde, c'est ce qu'on appelle le burn-out. D'accord? Donc c'est un petit peu comme ça que je le vois. Quand il y a un burn-out, c'est que ça fait longtemps que peut-être qu'on est dans une situation toxique, qu'on n'a pas de bonnes relations avec notre manager ou nos collègues, ou peut-être que c'est à la maison que ça se passe pas. Peut-être que ça fait longtemps que on n'a pas le temps de se faire des bons petits plats, donc on mange des choses pas terribles, et du coup ça accumule les carences alimentaires, ça accumule l'inflammation. Peut-être que ça peut être, bah du coup, j'ai le cerveau qui tourne en boucle, et du coup, en plus de ça, je dors pas. Tu vois, ça peut être toutes ces choses-là. Et au bout d'un moment, le burn-out, c'est juste le corps qui dit stop. Stop, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu te reposes. Est-ce que ça répond à ta question? Oui et non. Oui et non. Alors, dis-moi, précise. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'atteindre ce stade? Si je comprends bien, faudrait agir individuellement sur chacune des causes. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, ah oui, tu m'avais peut-être demandé un petit peu quels sont les signes qu'on peut voir. Alors, on peut. Alors, je vais parler des signes et ensuite de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que si on ne sait pas que c'est là, ça va être plus difficile de savoir quoi faire. Les signes, ça peut être de plus en plus fatigué. La fatigue, même si je sais que c'est un peu normalisé aujourd'hui, c'est pas normal. On n'est pas censé être fatigué. On est censé se réveiller, être de bonne humeur et être reposé. Donc la fatigue, c'est quelque chose déjà. Si on est fatigué une nuit, ça arrive. 2 nuits, ok. Si on est fatigué tout le temps, il y a un problème. Si on remarque qu'on n'a jamais de temps pour soi, jamais, c'est pas bon signe non plus. Si on remarque qu'on n'a plus envie de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on rentre du boulot le soir
on a juste envie de se mettre devant la télé sur le canapé. C'est pas bon non plus. En général, on peut, d'accord, si c'est 5 minutes pour c'est bon, mais si c'est toute la soirée, je reste devant le canapé parce que j'ai plus d'énergie et tout ce que je vais faire, c'est commander à manger et me le faire livrer, c'est pas bon non plus. D'accord. Le travail, c'est pas censé nous drainer autant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bon, l'insomnie, ça peut être une chose, hein. Si on a les pensées qui nous travaillent et que c'est à cause de ça, il faut regarder. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ouais, le manque de motivation de faire du sport aussi. Parce que j'ai juste plus d'énergie pour bouger. C'est pour ça que je fais sur le canapé. J'ai juste plus d'énergie pour aller faire du sport. Tout ça, ça peut être des symptômes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'aimerais bien dire, bon, il faut prendre soin de soi, mais c'est un peu c'est un conseil générique, et puis pour me dire, bah, j'ai pas de temps. Il faut vraiment faire l'inventaire sur où va ton temps, où va ton énergie. Il faut regarder ton emploi du temps, sur la journée, sur la semaine, où va ton temps, où va ton énergie. Et ensuite, il faut regarder qu'est-ce qui te draine le plus. Donc, plutôt que de penser à qu'est-ce qui peut te rajouter de l'énergie, c'est fermer les robinets de qu'est-ce qui te draine, qu'est-ce qui te stresse. Et ça peut nécessiter, et c'est là que c'est pas évident, et c'est peut-être pour ça aussi, tu me poses la question, c'est pour ça qu'on a tendance à pas agir jusqu'à ce qu'il y ait le burn-out, c'est parce que parfois, pour fermer le robinet, ça nécessite d'avoir une conversation difficile. Ça nécessite d'aller parler à son manager, de dire, bah voilà, ce collègue, il est vraiment toxique. Et souvent, on a plus peur de la conversation difficile que des conséquences qui peuvent mener au burn-out. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment identifier ce qui nous draine. Est-ce que ce qui me draine, c'est parce que je commande pizza et crème glacée tous les soirs? Peut-être. Est-ce que ce qui me draine, c'est parce que je regarde Netflix jusqu'à minuit? Peut-être. Et donc, bon, ensuite, il y a tout un tas d'addictions, il faudrait creuser beaucoup plus loin. Par exemple, si je regarde Netflix jusqu'à minuit, bah pourquoi? Parce que c'est le seul moment pour je me détendre. Ok. Est-ce qu'on peut trouver d'autres manières de te détendre qui ne vont pas compromettre ta santé et faire que tu es encore plus fatigué le lendemain, qui font que tu as encore plus besoin de te détendre après? Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. J'espère que ça t'aide un peu plus. Mais voilà, il y a des signes. C'est juste que maintenant, de nos jours, c'est tellement normal d'être stressé et d'être fatigué que bah, ne pas l'être, ça paraît bizarre. Et ensuite, bah, voilà, faut savoir qu'est-ce qui me draine et pouvoir prendre action en fait, agir là-dessus. Oui. Non, je suis d'accord. J'ai l'impression que parfois c'est bien vu d'être un peu débordé et stressé par son travail. C'est le problème. Ouais. Ouais. Ça peut être bien vu. Et je dis pas qu'il faut pas travailler, hein, surtout pas. Je suis le premier à dire j'essaye de faire de mon mieux, j'essaie de faire. Même avec cette présentation, j'essaie de faire quelque chose de bien, j'essaie de faire quelque chose de propre. Mais c'est vrai on a tendance à se dire c'est presque une médaille de dire bah, je suis fatigué, je fais le plus d'heures au bureau, etc. Et alors peut-être si tu veux, mais pour moi c'est pas la définition du succès. Ouais, c'est pas la définition du succès. Pour moi, c'est être capable de faire du bon boulot et ensuite de profiter de sa vie derrière. Parce que la raison pour laquelle on travaille, c'est pour avoir une belle vie, je suppose. Oui. Je vais revenir dans le chat parce qu'on a eu des interventions. Donc, il y a Justine qui nous a partagé son expérience. Donc, merci Justine. Parce qu'elle a fait du coup un burn-out l'an dernier. Et oui, ce qu'elle voyait beaucoup, c'était Ouais. l'épuisement. Après, il y a le caractère personnel aussi qui vient. Mm. Et elle parle aussi d'attente de choses qui ne dépendent pas d'elle et qui n'arrivaient pas. Je pense Mm. que l'attente des choses dont on n'a pas beaucoup de pouvoir dessus, c'est aussi une source d'anxiété. Je ne sais pas trop si tu as des conseils pour... Ouais. Ouais, bah, merci du partage, Justine. Et donc, en fait, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit. Ce que je dis professionnellement et émotionnellement et des raisons personnelles, c'est ce que je disais au début, c'est en fait, il n'y a pas de dissociation. On dit, voilà, je stresse du travail, je stresse vie pro, vie perso, mais en fait, c'est tout. On est une seule et même personne, en fait. Et tout se cumule, tout joue. Et ensuite, donc oui, effectivement, il y a tout qui va se cumuler. C'est pour ça que ça a joué dans ton burn-out, Justine, et que le fait que tu te sentais épuisé. C'est pour ça que tu dormais pas suffisamment et que voilà, ça a cumulé la fatigue en plus. Et ensuite, pour ce qui est en attente de certaines choses, bon, j'ai pas de détails et t'as pas besoin de partager. Hein, t'en as déjà dit pas mal. Si ça dépend pas de toi, si ça dépend vraiment pas de toi, peut-être que tu peux relancer. Peut-être que tu peux redemander. Peut-être que tu peux avoir une conversation avec la personne de qui ça dépend. Mais si ça dépend vraiment pas de toi, tu as deux choix en fait. Soit tu continues de
c'est presque de crier dans le vent, en fait, de gaspiller ton énergie, mais de ne pas être entendu, ou trouver la sérénité. Et je ne dis pas que c'est facile. On résiste tous des choses, certaines choses. J'ai déménagé aujourd'hui. Même si j'essaye d'être serein, je vois que ça m'a fatigué. Mais l'idée, en théorie, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est si ça dépend vraiment pas de moi, est-ce que je peux trouver la sérénité? Est-ce que je peux trouver la sérénité dans cette situation? Parce que fondamentalement, la chose que je contrôle à tous les coups, c'est la façon dont je vois les choses, c'est ma perspective. C'est un petit peu, c'est ça que je dirais là-dessus. Une fois de plus, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça peut être extrêmement frustrant quand il y a des choses qui dépendent des autres et qui n'arrivent pas. Je sais. Et donc, c'est le choix entre est-ce que je vais les relancer, combien de fois je les relance, et au bout d'un moment, bah, c'est voilà, je peux. Parce qu'en fait, si je vais finir là-dessus, si je suis épuisé parce que cette personne ne fait pas ce qu'elle est censée faire, mais en fait, je permets à cette personne de m'affecter. Tandis que si je vis ma vie et que j'ignore, je fais comme si de rien n'était, je lâche prise, bah, en fait, cette personne n'a aucune emprise sur moi. Voilà, c'est la dernière chose que je dirais là-dessus. Ok, merci. On a Julie qui demande si tu as des conseils lorsqu'on a du mal à se laisser du temps libre, à ne pas remplir son agenda et qu'on a peur du temps libre Ouais. et qu'on a besoin d'être dans le rush et stimulé sans cesse, quoi. Ouais. Merci Julie pour le. Je suis ravi que ça t'ait plu. Et c'est très courant, ce que tu me décris. C'est extrêmement courant parce que c'est un peu ce que disait Delphine, c'est on a tendance à voir ça comme une bonne chose d'être tout le temps occupé. Mais il y a un autre facteur, il y a plusieurs autres facteurs. Un deuxième facteur, c'est que certaines personnes, et c'est peut-être toi, tu vas peut-être te reconnaître, se sentent vraiment mal si elles ne font rien. Incapables de rester seules avec ses pensées. Et c'est pas un signe de santé mentale. Si on est incapable de rester seul avec ses pensées, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a mis sous le tapis qu'on n'a pas envie de regarder. Donc il y aura peut-être quelque chose à creuser là. Et un troisième facteur, c'est. Attends, qu'est-ce que je disais? Je vais relire ta question. Oui. Une des choses, en tant qu'être humain, qu'on a quasiment tous, c'est de penser qu'on ne mérite pas, de penser qu'on n'est pas assez bien, de penser presque qu'on vaut rien. Et du coup, se laisser du temps libre, c'est en concordance avec ça. Et en fait, c'est l'estime de soi, si tu veux. Et donc, si tu as vraiment du mal à te laisser du temps libre, à dire, voilà, là, c'est pour moi, il y a peut-être une question d'estime de soi. Et là, c'est pareil, il faudrait creuser un petit peu plus potentiellement. Mais ce que je peux te dire là rapidement pour quand même que tu aies quelque chose de pratique qui puisse t'aider, c'est vraiment, tu dézoomes, prends un peu de recul et tu regardes, bon, qu'est-ce que tu essayes d'accomplir en regardant en remplissant ton agenda? Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? Est-ce que tu essayes d'impressionner tes pairs? Est-ce que tu essayes, je ne sais pas, d'être bien vu au travail? Est-ce que tu essayes d'éviter quelque chose, comme je disais, quelque chose que tu avais mis sous le tapis? Parce que fondamentalement, si on fait quelque chose, même si on remarque que bah, voilà, je ne suis pas serein, je suis stressé parce que je remplis toujours mon agenda, il y a toujours un bénéfice, quelque part. Et donc, si tu commences à te dire, qu'est-ce que je cherche à accomplir, peut-être inconsciemment, qu'est-ce que je cherche à accomplir en remplissant mon agenda tout le temps, tu vas peut-être faire, ah, d'accord. Parce qu'une fois de plus, fondamentalement, et c'est là le paradoxe, la raison pour laquelle on fait toutes ces choses, c'est qu'on cherche à être serein. Et donc, c'est paradoxal de ne pas se laisser de temps libre pour faire toutes ces choses-là dans l'espoir d'être serein, ou sereine en l'occurrence pour toi. D'accord? Donc, en creusant et en posant ces questions-là, tu pourras faire ah, je comprends mieux. J'espère que ça t'aide un petit peu. Si ça t'aide pas du tout, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn, par email, sur les réseaux sociaux, je pourrais t'éclairer. Mais voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit là tout de suite. Merci. Du coup, là, il est 20h. Moi, j'avais une dernière question, si personne en a d'autres. Tu parles beaucoup d'atteindre la sérénité. Ce que j'entends aussi, c'est le lâcher prise aussi. Ouais. Est-ce que tu as des... Bon, j'entends bien qu'il faut pratiquer la méditation, tout ça, et que ça prend beaucoup de temps. Mais est-ce que tu as des outils pour, je sais pas, commencer sur cette voie rapidement, on va dire? Ouais.
Ouais, bah oui, on n'a pas le temps de méditer dans d'autres caves pendant des heures chaque jour. Alors, il y a des choses que j'ai donné quelques exemples, mais je vais te donner l'idée derrière cet outil. Et je l'ai fait quelques fois déjà, même en répondant aux questions. C'est, donc une fois de plus, la raison pour laquelle on a tant de mal à lâcher prise, c'est parce qu'on est presque accro au fait de résister. On est presque accro à notre souffrance. C'est habituel, en fait. On fait toujours ça. Et en fait, une des façons qu'on peut vraiment avoir le déclic, si tu veux, c'est de montrer le paradoxe. Je l'ai fait plusieurs fois. D'illustrer le paradoxe et de voir à quel point c'est illogique. Donc si par exemple, je vais prendre un exemple bête, hein. Si par exemple, tu n'arrives pas à lâcher prise quand tu es dans les embouteillages et que tu ne peux pas t'empêcher de râler. J'en connais des gens comme ça. Bon, qu'est-ce que tu peux faire pour lâcher prise? Tu vas pas méditer dans la voiture, il faut conduire, il faut se concentrer. Ce que tu peux faire, c'est bon. En gros, je suis dans les embouteillages. J'ai deux choix. Ou bien je continue de râler. Et du coup, bah, cette expérience de pour mon point A à mon point B, qui va peut-être prendre 1 heure au lieu d'une demi-heure, et ben, je la passe en râlant. Je la passe frustrée. Et du coup, je me stresse, je suis énervé. Et bon, ensuite, ça a toute une cascade de conséquences dans notre physiologie qui fait que bah, je vais moins digérer mon petit-déj, peu importe. Voilà. Et le fait que je suis stressé, donc je vais être moins productif au travail, etc. Donc ça, c'est le premier choix. Ou alors, je reconnais que j'ai un deuxième choix, c'est que bah, c'est complètement hors de mon contrôle. Par contre, mon contrôle, ce que je peux contrôler, c'est ah, je suis assis, je suis dans ma voiture, je suis bien, la température est bonne, je peux mettre de la musique, je peux, voilà, une fois de plus, concentrer mon attention tout en faisant attention à la conduite, mais je peux regarder où est-ce que je suis à l'aise dans mon corps, est-ce qu'il y a une sensation agréable dans mon corps. Et en fait, c'est juste choix A ou choix B. Et ensuite, c'est juste une question de logique. C'est est-ce que je veux continuer à souffrir ou est-ce que je veux continuer ou est-ce que je veux créer une expérience plus agréable? Et en général, quand on est confronté à juste choix noir et blanc, bah, en général, la logique fait qu'on se dirige vers un autre truc. Et c'est ce qu'on peut appeler le lâcher prise, c'est je lâche prise, j'arrête de râler dans les embouteillages. Est-ce que ça t'aide? Oui, moi perso dans les bouchons c'est karaoké. Parfait, voilà. Prenez exemple sur Delphine. Du coup on a Justine qui est intervenue. Donc pour moi je me dis j'ai peu d'énergie en stock, donc si je Exact. la passe à râler ou ruminer, j'en ai moins pour trouver des solutions. Je ne peux que juste aller de l'avant et voir comment utiliser la situation pour faire en sorte d'y gagner quelque chose, même si elle n'est pas top. C'est exactement ça, Justine. Merci du partage. T'as tout à fait compris. En gros, tu as ton choix A et ton choix B. Soit je râle et je rumine, et du coup, bah, je peux pas trouver de solution. Ou alors, bah, j'arrête de râler, mais du coup, j'ai plus d'énergie pour trouver de solutions, et du coup, permet d'avancer. Et de rien, Julie, je suis content que ça t'ait servi. Mais c'est exactement ça, Justine. Et en fait, bon, c'était pas vraiment le thème du webinaire, on pourra en faire un autre, mais une fois de plus, fondamentalement, la seule chose qu'on contrôle à 100%, c'est notre façon de voir les choses. C'est notre façon de voir les choses. Je vais vous donner un autre exemple. Si je fais un mauvais boulot, par exemple pour cette présentation, si je fais un mauvais boulot, et si elle n'est pas terrible et que j'ai des critiques, des reproches, soit je choisis de voir ça comme c'était un échec, et je suis vraiment nul. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Et c'est potentiellement la façon de voir les choses qui est prédominante. C'est pas la réalité, c'est une façon de voir les choses. Ou alors, je peux avoir une autre perspective qui me dit, bon, j'aurais pu faire mieux, on me fait un retour d'expérience, je peux m'améliorer, je peux apprendre, et je ferai mieux la prochaine fois. Complètement différent. Donc les deux sont aussi vrais, hein. Les deux perspectives sont aussi vraies l'une que l'autre. Mais en choisissant une perspective plutôt que l'autre, mon expérience, une fois de plus, du moment présent, mon expérience de la situation est radicalement différente. Et ça, je contrôle en permanence. Donc pour moi, vraiment, maîtriser son épanouissement, c'est maîtriser sa perspective. Et en gardant ça à l'esprit, c'est d'accord, parce que ça, je le contrôle en permanence. Je n'ai pas besoin d'essayer de contrôler tout ce qui se passe autour de moi. C'est en fait, ça peut paraître poétique, ça peut paraître un petit peu ésotérique, mais c'est ça que ça veut dire de contrôler son monde intérieur. C'est ça que ça veut dire la paix intérieure. C'est contrôler la façon de voir les choses. C'est contrôler comment je vois les choses. Et ça peut vraiment être incroyablement libérateur. Et paradoxalement, votre capacité d'affecter le monde extérieur va accroître, va augmenter, parce que vous avez beaucoup plus d'énergie, parce que vous prenez beaucoup moins la tête. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Alors, Justine encore. Rendez-vous médical qui t'avait prévu a été pris par quelqu'un d'autre par erreur.
Ouais. T'es attendu aux salles d'attente et fait le trajet pour rien. Ouais. En pressant. Ouais, pour y avoir. Ouais. Sur le chemin du retour pour acheter une. Bah écoute, t'as raison. Oui, voilà, c'est ça. Tu t'es dit, bon, bah, c'est pénible. Bon, j'espère que tu t'es pas trop pris la tête, que tu n'as pas trop râlé avec l'erreur du thérapeute ou de la thérapeute. Bon, on est tous humains, personne n'est parfait. Et bon, c'est là qu'il faut, une fois de plus, c'est accepter, lâcher prise et avoir de la compassion. Et ensuite, bah, pour ce qui est de ton expérience, tu as fait, bon, bah, je suis responsable de la qualité de mon expérience, donc bah, quitte à faire un détour, enfin voilà, quitte à ce que ce soit changé, autant me dire, bon, bah, je vais prendre une bonne baguette et je vais créer une bonne expérience malgré cet imprévu. Donc, ouais, super exemple, merci du partage, Justine. Bon, je vous propose de terminer du coup ce petit webinaire, vu que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Et ouais. C'est super intéressant, c'est passé très vite. Ah bah, j'espère, merci. C'est passé vite pour moi aussi. J'espère que vous avez tous appris un peu quelque chose et on va tous repartir avec des outils pour mieux gérer notre santé mentale. En tout cas, merci beaucoup Robin pour ton intervention et n'hésite pas à revenir vers nous si tu veux en faire d'autres. Ouais, bah avec plaisir. Merci Mike, je lisais le commentaire de Mike. Merci Mike, c'est content que ça ait été instructif. Donc, plein de remerciements dans le chat et merci à tous ceux qui ont pris le temps de venir à ce webinaire et pour vos questions et vos partages d'expérience en tout cas. C'est génial, merci. Ouais. Et merci Delphine pour être restée pour les questions à la fin. Mais sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon appétit. Voilà. Ouais. Bonne soirée à tous et puis restez sereins. Lâchez prise. Et on va mettre du coup le webinaire sur My Polytech Network. Yes. Vous voulez revoir des choses, rescanner le QR code si vous n'avez pas eu le temps. Mhm. Je sais pas. Bien. Allez, bonne soirée à tous. Merci pour votre attention encore une fois.